Avant que cette vidéo ne commence, j'aimerais déjà vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2026. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'argent également. Et justement, parlons-en de l'argent parce que sur cette chaîne, il n'y en a plus du tout. C'est peut-être, sans aucun doute, ma dernière année sur YouTube. En tout cas, ça va dépendre de vous. Parce que oui, du coup, je vais vous demander de m'aider pour continuer à faire vivre cette chaîne et pour que je continue à vous proposer du contenu de qualité. Le souci, c'est que ce que je fais en ce moment sur YouTube, c'est pas du tout rentable. Pour la simple et bonne raison que je sors une vidéo par mois, parce que j'essaie de prendre le temps de la travailler, de l'écrire correctement, de faire un beau montage, et de vous proposer les meilleures vidéos possibles. Je pourrais être rentable sur cette chaîne, mais il faudrait que je sorte 3 vidéos par semaine, 14 000 TikTok, avec une qualité plus que discutable, et des sujets qui m'intéressent pas forcément. J'ai pas envie de prendre cette trajectoire juste pour me faire de l'argent, parce que c'est pas le but de cette chaîne, c'est pas pour ça que j'ai créé cette chaîne. J'ai créé cette chaîne pour faire les vidéos que j'ai envie de faire, pour travailler des sujets en profondeur, et encore une fois je me répète, pour offrir du contenu de qualité. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que de terminer une vidéo et de me dire ouais, elle est réussie, elle est bien. Et le souci c'est qu'aujourd'hui les gens demandent de plus en plus de contenu, ça va de plus en plus vite, il faut scroller, il faut faire des vidéos d'1 minute. Moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire de longues vidéos, de prendre mon temps. Donc du coup je vais vous donner rendez-vous sur mon Tipeee. Ça doit être la 5e ou la 6e fois en 10 ans sur la chaîne que je vous donne rendez-vous sur mon Tipeee. Et quand vous allez voir l'état de mon Tipeee, vous allez comprendre que c'est le cas. Mais là c'est super important, donc si vous pouvez, si vous avez les moyens d'aller sur mon Tipeee, n'hésitez pas à y aller pour faire une donation mensuelle. Même une petite somme dérisoire, c'est-à-dire que par exemple sur mon Tipeee, vous pouvez donner 1 euro par mois. 1 euro par mois, ça fait 12 euros par an. Et je sais, je suis très fort en maths. Et 1 euro par mois, pour vous, c'est très peu. Mais faisons un calcul rapide, on est quasiment 115 000 sur cette chaîne. S'il n'y en a ne serait-ce que 2000 d'entre vous qui se disent allez je vais sur Tipeee et je donne 1 euro par mois, pour moi c'est nickel, vous me sauvez la vie, je peux continuer à travailler, faire les vidéos que je veux, vous proposer du contenu de qualité. Ça fait sans doute la 6e fois que je parle de contenu de qualité, mais j'y tiens. Donc en fait ça va pas se jouer à la somme que vous allez donner, mais au nombre de personnes qui vont jouer les jeux. Donc là je vais te tutoyer, je trouve ça horrible de tutoyer la caméra, j'ai l'impression d'être un débile, mais je te tutoie. Si tu m'écoutes devant ton écran, rends-toi sur Tipeee, fais un don de 1 euro par mois, et si vous êtes 2 ou 3000 à faire ça derrière, vous avez sauvé la chaîne, et je vous en remercie par avance. Donc évidemment, je vous mets tout ça en description, en commentaire épinglé, le lien du Tipeee. Je vais pas vous préciser que ça n'est pas obligatoire évidemment, mais voilà, ce serait une aide assez inestimable pour moi. Le sort de cette chaîne, encore une fois, est entre vos mains. Je vous laisse décider de ce que vous voulez en faire. Elle est à vous désormais, alors allez-y, sauvez-la, ne la sauvez pas, on verra bien ce qui se passera. Mais dans tous les cas, maintenant, on va parler de la saga Taxi. Alors, la saga Taxi. C'est vrai que comme ça on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand chose à gratter sous la surface de ces productions qui sont quand même assez superficielles. En tout cas c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé l'écriture de cette vidéo. Parce que c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment, et en même temps je n'arrêtais pas de la repousser parce que je me disais il va y avoir rien à dire sur Taxi. Et apprenez que finalement il y a beaucoup de choses à dire sur cette saga, il y a du positif, malgré ce qu'on pourrait croire. Il y a du négatif bien évidemment, et ça on va y revenir. Il y a beaucoup de controverses, mais il y a surtout un truc qui se dégage, c'est le savoir-faire global, notamment en termes de cascade et de séquences d'action. Parce que quand on regarde le making-of des 3 premiers films, on se rend compte qu'il y a un vrai travail de coordination et de maîtrise autour des cascades. Puis évidemment, il y a d'autres films qui se noient dans un humour douteux, portés par des réalisateurs qui n'apportent rien de très alléchant. Taxi, c'est 5 films, 3 réalisateurs et plus de 30 millions de spectateurs étalés sur 20 ans. Pourtant, ce succès, personne ne l'avait vu venir quand l'aventure commence, il y a alors 27 ans. Le premier Taxi sort en 1998. On va y suivre Daniel, qui va quitter son job de livreur de pizza pour devenir chauffard de taxi. Et j'insiste bien sur le mot chauffard, car toute la particularité de son métier réside dans la vitesse de sa Peugeot 406 améliorée, qui lui permet d'atteindre une vitesse folle et donc de faire gagner un temps précieux à ses clients. Le souci c'est que la route, c'est pas un circuit. Et un beau jour, il va se retrouver à 200 km/h en ville avec un passager qui va s'avérer être Emilien, flic un peu raté qui va se servir de cette infraction pour contraindre Daniel à travailler avec lui afin d'arrêter une bande de braqueurs allemands surnommés le gang des Mercedes. On a donc affaire à un body movie des plus classiques, mais qui va s'avérer être des plus efficaces grâce à cette alchimie entre 2 personnages que tout oppose. Le récit va se reposer sur cette structure. Daniel, le chauffeur sûr de lui, intelligent et allergique à l'autorité, qui rencontre Emilien, flic maladroit qui vit chez sa mère, constamment dépassé par les événements. Les deux vont finir par se compléter, devenir amis, et c'est cette association qui va constituer le moteur narratif du film. Tout est construit autour de ça. Toute cette histoire de braqueur est un prétexte pour enchaîner les poursuites et les gags qui vont accentuer la différence entre les 2 personnages. La dynamique est universelle, et c'est à mon sens là que réside le succès du film. Un film réalisé par Gérard Pires, qui a déjà prouvé qu'il savait allier comédie et action, avec notamment Les Chevaliers du Ciel, 00, et qui s'est aussi illustré dans la publicité avec cette parodie de James Bond notamment, qui met en avant la 205 GTI, et où on y voit déjà des bribes de ce que sera Taxi.
J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Parce que oui, Taxi, c'est une comédie, mais c'est aussi de l'action. Et c'est ce qui va être la force du film. J'adore la façon dont on va nous introduire la voiture et ses capacités, avec un aspect quasi jeu vidéo. Là on se traîne un peu, mais dès qu'on va être sur l'autoroute, ça va rouler mieux. Ah bon, bah... Le montage n'y est pas pour rien, et le César remporté par la monteuse Véronique Lange pour ce film n'est pas volé, tant elle arrive à parfaitement sublimer la fameuse Peugeot 406, qui va évidemment occuper une place centrale dans la saga. On est sur le même principe que Batman et sa Batmobile. Les deux sont indissociables. Et Daniel va faire de ce véhicule ordinaire une machine d'exception, ce qui va agrémenter un certain fantasme et rendre la voiture ultra reconnaissable même si on n'a pas vu le film. D'ailleurs, le Taxi, il va exister en 6 exemplaires sur le tournage. La 406 Super Tourisme, championne de France en 1999 et 2000, qui va servir aux scènes de course-poursuite, une 406 basique, une servant simplement aux scènes de transformation, une 4ème pour filmer l'intérieur customisé, une 5ème avec un volant à droite afin de filmer Sami Nasseri simulant la conduite rapide pendant qu'un pilote professionnel s'occupe de la conduire, et une dernière servant de voiture de travelling. La ville de Marseille va également participer à l'identité du film. Pourtant c'est Paris qui est choisi à la base, mais pour des questions budgétaires et parce que les autorisations de filmer les cascades sont plus simples à obtenir en dehors de la capitale, le film déménage très vite dans le sud. Bonne pioche puisque Marseille est maintenant indissociable de la saga et va permettre toutes les cascades un peu folles du film. Les carambolages vont même devenir une signature, offrant de purs moments burlesques. J'ai identifié la voiture. Je répète, on note, j'ai identifié la voiture du complice. À bord 4 hommes surentraînés. Mais aussi de vrais moments d'action, dans la plus pure tradition du cinéma de Belmondo, qui lui aussi savait jouer avec des voitures à son époque. Quand le film sort, le succès dépasse largement les attentes. Avec 6 500 000 entrées, il devient un des films les plus rentables du cinéma français et un véritable phénomène. Le casting alors inconnu devient incontournable, une certaine Marion Cotillard notamment. Même la BO du film va dépasser les 600 000 disques vendus et certifiés platine. Derrière ce succès, un homme que vous connaissez bien, Luc Besson. L'homme de tous les records dans le cinéma français, mais aussi l'homme de toutes les controverses. Il se revendique le créateur derrière cette histoire. Mais à la sortie du film, le scénariste Gérard Dardet et l'inspecteur de police Pierre Crombeck vont porter plainte pour plagiat. Ils accusent le réalisateur de Léon de leur avoir piqué la trame de leur scénario qu'ils ont appelé Faux Départ. Un scénario déposé au syndicat des auteurs et des compositeurs en 1994. Plusieurs séquences du film sont également fortement inspirées de ce scénario. Et ça n'est pas la seule accusation de plagiat que Besson recevra. C'est même plutôt un habitué. La plus connue est celle portée par John Carpenter, qui accuse Besson en 2012 d'avoir utilisé son scénario de New York 1997 pour le film Lockout, dont il est le scénariste. Un procès gagné par Carpenter. Sans oublier la controverse autour d'Arthur Malédiction, spin-off horrifique d'Arthur et les Minimoys. Après la sortie du film, des étudiants de l'école de la Cité, fondée par Luc Besson et impliqués sur le projet dans le cadre de leur formation, ont livré plusieurs témoignages évoquant des conditions de travail difficiles. Ils décrivent un plateau marqué par une organisation défaillante et un manque global d'expérience. Par ailleurs, un jeune réalisateur étudiant également à l'école de Besson a souligné que le concept du film présentait de troublantes similitudes avec celui d'un court-métrage qu'il avait réalisé 5 ans plus tôt, et avec justement Talia Besson, la fille de Luc, dans le rôle principal. Mais encore, si avec que ça, ce serait pas très grave à vrai dire. On peut aussi relever les accusations d'harcèlement moral, de licenciement abusif par le biais de sa société de production EuropaCorp, et de violences sexuelles également, notamment portées par l'actrice San Van Roy, qu'on va apercevoir dans Taxi 5. Une plainte qui fit l'objet d'un non-lieu après plusieurs années d'un combat acharné de la jeune femme pour que justice soit faite. Je précise d'ailleurs qu'un non-lieu ne veut pas dire innocenté. Les mots ont leur importance. Et pour faire la transition avec Taxi 2, je vais également évoquer le drame qu'a connu le tournage du film, où un membre de l'équipe perdit la vie. Le tournage de Taxi 2 se déroule durant l'été 1999. Cette scène que l'on aperçoit dans le film et qui est tournée en images de synthèse devait à la base être tournée en prise de vue réelle. Pour les besoins de cette scène, la production obtient de la préfecture de police l'autorisation de stopper la circulation sur une portion du boulevard Maréchaux à Paris le 16 août 1999. Comme on peut le voir dans le film, la séquence prévoit que le taxi jaillisse d'un tunnel, prenne de l'élan sur un tremplin, s'élève dans les airs, franchisse 2 chars positionnés en travers de la chaussée, puis retombe sur une zone d'impact constituée de matelas et de cartons. À 9h30, une première tentative est filmée, mais le saut s'avère insuffisant. Le véhicule touche le sol avant la zone de réception. Rémi Julienne, le responsable des cascades, décide alors de modifier les paramètres du saut en rehaussant le tremplin et en augmentant la vitesse du taxi. Mais lors de ce second essai, l'effet inverse se produit. Le taxi dépasse la zone de réception. Incapable de s'arrêter à temps, il glisse sur la route et percute 2 membres de l'équipe. Le cadreur Alain Dutartre, mortellement touché, et l'accessoiriste Jean-Michel Barre, grièvement blessé aux jambes avec 3 mois d'incapacité de travail. Le cascadeur au volant est lui aussi blessé, entraînant une incapacité temporaire de 2 mois. Le tournage est immédiatement suspendu.
Il ne reprendra qu'une semaine plus tard, mais ni la préfecture ni la mairie n'acceptent d'autoriser un nouveau tournage à la Porte Dauphine. D'après certains témoins, le réalisateur du film fait alors état d'un profond sentiment de culpabilité et d'un état de détresse psychologique intense. Une procédure judiciaire s'engage et s'étendra jusqu'en 2011. Au fil de l'enquête, Luc Besson et Rémi Julienne s'opposent sur les responsabilités. Rémi Julienne affirme avoir identifié cette séquence comme particulièrement risquée avant le tournage. Il évoque un manque de budget et de temps pour préparer ses cascades. Selon lui, cette alerte n'aurait pas été suivie d'effet par le producteur exclusif travaillant pour EuropaCorp. Luc Besson, lui, alors producteur et scénariste, se dédouane complètement de cette histoire, charge un maximum le responsable des cascades et s'en sort totalement blanchi. Et ce ne sera pas la dernière fois. Sur le tournage de Taxi 3, une cascadeuse perd l'usage de ses jambes après une course-poursuite qui a mal tourné. Elle dénoncera un manque d'organisation évident sur le tournage. Elle se battra pendant des années pour espérer obtenir une indemnité, n'étant plus en état de travailler. Mais Luc Besson, lui, préférera l'attaquer en justice pour diffamation. Donc voilà pour ce qui est de Luc Besson. Et je suis resté en surface, bien entendu. Je vous laisse vous renseigner plus en détail sur le bonhomme si ça vous intéresse, et quant à nous, on passe à Taxi 2. Konnichiwa! Ah, konnichiwa! Konnichiwa! Qu'est-ce qu'il dit là? Bah la même chose que vous, chef. Hein. Ah putain, on n'est pas rendu. Taxi 2, c'est un film assez étrange quand même. Je veux dire, la timeline est très bizarre, parce que ça se passe sur une unité de temps tellement courte qu'on a l'impression que c'est juste une scène ultra rallongée au final. Surtout que le film ne dure qu'1h20, ce qui va décupler ce sentiment. Même si c'est pas plus mal que le film dure 1h20, bien évidemment. Et surtout, Taxi 2, c'est Taxi 1 en mode ultra amplifié. Certaines séquences commencent à devenir un peu improbables, la voiture devient limite un élément fantastique. J'ai un objet non identifié, on approche sur la piste numéro 1. Les cascades s'inscrivent désormais dans une sorte de cartoon assumé, la lisibilité et la sensation physique de poursuite ont disparu, ça laisse place à des plans plus grandiloquents, à coups d'effets numériques pas super jolis. Bref, tout le film est dans la surenchère. L'humour aussi est beaucoup plus visuel, plus burlesque même. On accentue encore plus les traits des personnages. Les setup payoff ne servent pas le récit, mais le gag. J'ai demandé ma mutation, je monte à Paris. Si du... Ça va? Cette histoire de triade japonaise n'est d'ailleurs qu'un prétexte et c'est peut-être ce qui manque au film. Un antagoniste identifié, comme dans le premier Taxi. Aïe aïe aïe, s'il va sur l'autoroute, il est mort. On a plus de puissance. Et si certaines blagues vont faire mouche, beaucoup d'autres vont malheureusement s'avérer être excessivement gênantes. Le problème c'est que tout ceci est d'une beaufrie assez hallucinante. Le racisme décomplexé autour des japonais est franchement malaisant. Il y a qu'à l'appeler le Niak. Alors le Niak, il arrive direct de Tokyo. Il a raison, c'est que moi, frère les Allemands, c'est pas Niak du Nord sauf votre respect qui va nous la faire, hein. Par où on commence? Si jamais le Niak... Ninja! Et les relations amoureuses, c'est pas mieux. Je veux dire, à aucun moment le couple Daniel-Lily n'a réussi à se parler sans faire une allusion au sexe. J'ai envie de toi là, maintenant. Ça peut attendre 20 secondes, ça m'arrangerait là. Scénario de Luc Besson. Bref, Taxi 2, c'est une suite qui conserve une mécanique bien huilée, qui ne prend aucun risque. Le film s'inscrit dans la stratégie d'EuropaCorp à l'époque. Fabriquer du divertissement d'action, facilement déclinable, facilement exportable, répondant aux attentes du grand public, et donc très rentable. Et ça va s'avérer payant, puisque cette suite est le plus gros succès de la saga, avec plus de 10 millions d'entrées en salle. Donc tout logiquement en 2003, on remet le couvercle avec un nouveau Taxi. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment Taxi 3. Mais moi j'ai une histoire assez personnelle avec ce film. Je me vois encore gamin, tentant de faire des nuits blanches avec mon cousin, en lançant le film en boucle sur notre vieille télé cathodique avec lecteur VHS intégré. Est-ce que ça veut dire que ma passion pour le cinéma a commencé avec Taxi 3? Je vais pas vous répondre oui parce que vous allez vous désabonner, mais on va dire que j'ai du mal à le détester ce film. Maintenant vous savez que j'aime la nuance, et je vais en parsemer pas mal durant cette analyse. Parce que oui, on est toujours sur quelque chose de très mal écrit, d'extrêmement gênant par moment. Je veux dire, on a Emilien qui se fait littéralement violer dans le film, et c'est prétexte à l'humour. Et je vais pas vous expliquer en quoi c'est problématique, je vous considère assez intelligent pour le découvrir par vous-même. Le Taxi c'est devenu un objet de science-fiction qui cache d'énormes chenilles à neige on ne sait pas trop comment, qui roule au pastis, les situations invraisemblables s'enchaînent, les personnages ne font preuve d'aucune évolution, pire que ça leurs archétypes sont accentués, Daniel est de plus en plus perspicace quand Emilien est de plus en plus débile, du coup cette absence totale d'évolution narrative commence à user le concept général. Mais malgré tout, y a des choses qui sont bien dans ce film. Déjà l'introduction est trop cool, avec cette bande à rollers qui poursuivent
Sylvester Stallone. Ok, très bien. C'était l'époque où il avait besoin d'argent. Hein. Après, on a la fameuse course de Daniel pour arriver au plus vite à l'aéroport, puis ce générique à la James Bond, et on aurait pu croire à un scénario dans le genre, mais pas du tout. On est toujours face à Emilien qui ne parvient pas à faire son boulot correctement et qui va faire appel à son pote taxi. Maintenant, le personnage du film, ça reste le commissaire Gibert, avec un Bernard Farcy complètement en roue libre, fabuleux, qui nous offre de purs moments de comédie. La scène de la réunion au commissariat, c'est une pépite. C'est simple, il sublime le film avec chacune de ses apparitions. Il a un sens du rythme assez dingue. Il place ses dialogues au bon moment, il a une énergie ultra communicative. Bref, il est temps de vous faire un petit best-of. Je voulais suivre quelques jours un grand commissaire et on m'a dit que vous étiez le plus grand. Ben, c'est-à-dire que c'est un peu vrai, parce qu'à 1m92, c'est assez grand. Pour la police, c'est rare, quoi. Ah, c'est impressionnant. Oui, moi aussi, des fois le matin dans la glace, je m'impressionne moi-même, personnellement, tout ça. Je veux du parfait, de l'irréprochable, du clean. Super clean. Parce que l'été dernier, j'ai été faire un stage dans la police américaine. Et c'est pour ça, il m'en reste des réflexes du langage. C'est fou, ça, hein? Oui. Commissaire, vous êtes un génie. Non, ça, c'est rien, petit Alain. Il y a un don au départ, j'ai réfléchi, c'est vrai. Mais c'est surtout une question d'entraînement. Et quand on regarde le making-of du film, on se rend compte qu'il y a aussi un vrai savoir-faire dans la gestion des cascades. Il faut que tout le monde y mette du sien, quand on voit ce que doivent accomplir les cascadeuses et cascadeurs du film. Par exemple, pour réaliser ce simple plan, ça a été un vrai casse-tête. Lorsque le taxi se gare devant la pharmacie, c'est un petit peu violent, c'est un petit poil plus violent que ce qui était espéré. Ce qu'on est obligé de faire souvent, c'est mettre de l'essence sur les pneus pour que ça glisse, surgonfler les pneus, voilà, pour pouvoir la faire glisser, parce que sinon elle ne veut pas glisser, quoi. Et là, ce qui s'est passé, je sais pas, il y a eu un truc, c'est que donc on est dans Marseille, donc on bloque, il prend son élan, il a vraiment un beau tête à queue à faire, et ça glissait beaucoup trop. C'était pas prévu, ça. Je pense que les roues filment les arbres. De toute façon, même si j'avais voulu refaire une autre prise, je pouvais pas, parce que la voiture, elle n'avait pas pour un quart d'heure pour la réparer. Donc on a gardé la prise, qui est assez marrante d'ailleurs, parce que la voiture, elle tape le trottoir et puis elle se lève. La musique de cet opus est aussi particulièrement réussie. La sonorité durant la course-poursuite à ski est vraiment top. Et si on enlève l'invraisemblance du moment, je trouve la scène assez cool. Qui rappelle d'ailleurs la poursuite à ski dans Au service secret de Sa Majesté. Donc il y a finalement bel et bien un clin d'œil à James Bond dans ce film. Puis le taxi là, c'est pas du faux. Il y a vraiment un gars qui descend une montagne en 406. Bref, je le trouve quand même mieux que l'opus précédent. Et le succès est toujours au rendez-vous, puisque plus de 6 millions de personnes vont se déplacer en salle pour voir le film. Je trouve d'ailleurs dingue la constance de cette saga en termes de succès. Pour l'instant, pour ce qui est des chiffres, c'est assez impressionnant. Mais à partir de là, Taxi a atteint son pic, et il ne peut fatalement que redescendre. Bon, là ça commence vraiment à s'essouffler. La formule se répète pour la 4e fois sans le moindre changement. On sent le poids des années sur le dos des personnages, mais absolument aucune évolution. Daniel est quasiment inexistant, tout comme le taxi qui fait de la figuration. Il n'y a aucune scène de poursuite digne de ce nom, et quand il y en a, elle manque de lisibilité, d'impact. La différence entre l'authenticité du premier film et l'invraisemblance de ce 4e est assez remarquable. Je veux dire, la transformation de la voiture n'essaie même plus d'être réaliste. Emilien, lui, va pousser son niveau d'incompétence vers des extrêmes, histoire de justifier l'avancée d'un récit tellement mauvais. On suit ce méga criminel belge qui braque des banques et qui finit par nous sortir son costume de Tony Montana, et c'est pas peu dire car le climax va carrément reprendre les codes de Scarface pour nous servir cette parodie mal fichue, avec un Gibert sous cocaïne qui lui aussi perd de sa superbe, et devient une simple parodie de lui-même, tellement moins drôle que dans les films précédents. Le seul point positif, c'est François Damiens, qui est le seul acteur un peu drôle du film. Ah ben merci les garçons. Hein? Bref, c'est clairement le film de trop. Alors pour certains, vous allez me dire, c'est le film de trop depuis le second opus. Mais là vraiment, on a une saga qui arrive à bout de souffle. Avec un film qui ressemble à une sorte de publicité géante, qui vient difficilement grappiller ses derniers euros, histoire de renflouer les caisses d'Europa. Maintenant, 4,5 millions d'entrées, c'est quand même pas dégueulasse. Et c'était pas gagné, au vu de la com désastreuse autour du film. Déjà, exit Marion Cotillard, qui décide de tirer un trait sur la franchise, mais c'est surtout Sami Nasseri qui va faire parler de lui, car il est tout simplement absent de la communication du film. Si Sami Nasseri n'est apparu dans aucune émission aux côtés des autres membres du casting, c'est tout simplement parce qu'il purgeait à cette même période une peine de prison. Le comédien avait écopé de 6 mois de prison ferme et 8 000 € d'amende en décembre 2006 pour outrage et injures racistes envers des policiers. Une sanction qui a donc privé la promo du film de son acteur principal. Peut-être qu'il répétait des dialogues du film au final, on sait pas.
Et il y en aura d'autres, des controverses autour de Sami Nasseri, qui va petit à petit enterrer sa carrière et la saga Taxi par la même occasion. Pendant 11 ans, on ne va plus entendre parler de la franchise. Puis en 2018, Franck Gastambide, qui porte bien son nom, décide de dépoussiérer la vieille 406 afin de remodeler la saga à son image. La production de Taxi 5 s'inscrit dans un contexte assez particulier, car la saga est à l'arrêt depuis plus d'une décennie, marquée par l'usure créative, des tensions humaines, on vient de le voir, et un changement profond du paysage cinématographique, que ce soit français ou international. L'heure est à la nostalgie, on va prendre ce qui a marché, et le refaire en moins bien. Mais on s'assure malgré tout d'une rente assez conséquente grâce à la perception du spectateur qui ne peut s'empêcher d'aller titiller ses souvenirs d'enfants et d'adolescents. Et c'est un peu pour parler de ce genre de film que ce format existe. Vous le savez, la suite de trop, il y a très peu de franchises qui ne l'ont pas expérimenté. Ici on est dans la même dynamique. Un soft reboot qui a pour ambition de relancer une franchise, mais qui n'arrive pas à se détacher de l'héritage de cette dernière, à cause d'un fanservice trop présent. On a donc un objet hybride qui va repartir de zéro, mais qui nous fait un best-of littéral des anciens films en plein milieu du récit, qui met en avant des nouveaux héros, mais qui a voulu faire revenir l'ancien casting pour jouer la carte du caméo inutile. Là, pour la petite histoire, il m'a dit, alors tu sais comment ça se passe en fait, voilà, tu vas nous expliquer au téléphone, t'es à la retraite, t'es au bord d'une piscine à Miami, et tu nous expliques au téléphone comment on fait pour arrêter les Italiens, parce que les voleurs, c'est les Italiens. Donc, je dis, ouais, d'accord, ok, super. Il me dit, t'es au bord d'une piscine, tout ça, t'es à la retraite, tout ça, à Miami. Après, il a essayé un peu de la faire à l'envers en me disant, ouais, tu vas voir, ça va être génial. Quand les gens, ils vont te voir arriver dans la salle, à la fin, ils vont tous applaudir dans le cinéma, ça va être magnifique. Tu sais, Bruce Willis, il a fait ça dans un film. Mais lui, il m'a pris pour un jambon beurre cornichon. Là on peut dire que c'est plutôt clair, relancer la saga ne relève pas d'un désir artistique. On est sur une logique commerciale. Le nom Taxi existe encore dans la mémoire collective. Il évoque une époque de réussite pour le divertissement populaire français. Et pourtant le public ne fut pas au rendez-vous pour ce Taxi 5. C'est l'opus le plus faible en termes de box-office. Et c'est logique. Parce que en dehors de tout ce que je viens de vous énumérer, le film est d'une pauvreté abyssale à tous les niveaux. À tel point que la seule scène un tout petit peu rigolote, et encore c'est parce que j'ai un humour de merde, c'est Gibert qui chante du Joule. Elle a le regard qui tue, Chiquita, cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita, Chiquita, elle a le regard qui tue, Chiquita. Prenez ne serait-ce que la dynamique entre les deux protagonistes. Dans les autres films, la relation entre Daniel et Emilien se base sur le fossé qui les sépare. Un mec un peu malin d'un côté, un mec un peu stupide de l'autre, c'est plus simple pour se renvoyer la balle. Ça amène ce qu'on appelle de l'alchimie. Ici, on a deux débiles. Et ça casse complètement la dynamique du duo. Le scénario se prend pas la tête et reprend la trame du premier film, en remplaçant les Mercedes par des Ferrari, les scènes d'action sont imbitables, et pour ce qui est de l'humour, ça serait trop compliqué à vous expliquer, du coup je vous laisse un rapide résumé de 10 secondes. Et le nain là-bas, c'est réglementaire dans la police? Elle est belle, hein? Oui. Oula! Tu la touches pas, c'est ma copine, ok? Vous la désirez pas. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je la protégerai. Vous caressez pas son pistil. Alors les petits PD, on fait ça demande en mariage? Les blagues sur les gros, sur les nains, le vomi, le caca, tout ce que vous voulez, voilà, c'est super, c'est un pur plaisir. Voilà en quoi on est réduit Luc Besson aujourd'hui, qui a réussi à quasiment faire couler une des plus grosses boîtes de prod au monde avec des films de merde. Alors je sais que c'est une vidéo un peu à charge sur Luc Besson, et je suis navré si vous l'aimez bien, mais moi je trouve que c'est un artiste de piètre qualité, qui a eu un ou deux moments de grâce, ou plutôt qui a eu de la chance d'être bien entouré par moments, et qui continue à faire du cinéma. Enfin, qui continue à copier le voisin, malgré toutes les accusations à son égard. Bref, je crois que Mosinor n'était pas très loin de la vérité au final. Alors Luc Besson, dites-nous, c'est quoi la formule magique pour produire un film à succès? Faut que le héros, il soit costaud et qu'il protège une fille contre des méchants. Et vous nous prenez pour des cons. Je crois que c'est vous qui faites les scénarios. Je me sers d'un ordinateur. Ah ouais? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Et voilà, un taxi protège une pute en banlieue. C'est pas mal comme idée d'ailleurs. Ça fait penser à Taxi Driver. C'est quoi ça? Pour ce qui est de Taxi, la saga aura au moins eu le mérite de démontrer le savoir-faire français en termes de cascade. Elle a fait émerger des talents comme Marion Cotillard ou encore Bernard Farcy, et elle est surtout une saga qui à un moment précis a su faire la différence, sans transcender le genre, et qui aujourd'hui appartient définitivement au passé. Et du coup, je vous laisse sur ça, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à vous rendre sur le Tipeee, le lien est disponible en description et en commentaire épinglé, c'est primordial pour sauver la chaîne en 2026. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Twitch. Des bisous!